Si je vous demande en quelques mots de me décrire le Moyen-Âge, il y a de fortes chances que vous me parliez de rois, de reines, de chevaliers, mais surtout de châteaux forts. Les châteaux forts vont se multiplier en Europe à partir du Moyen-Âge. Mais c'est quoi un château fort? C'est la question qu'on s'est nous-mêmes posée. Et à travers nos recherches, voici un documentaire présentant leur histoire, de leurs origines, jusqu'à leur héritage actuel. C'est parti! L'envie de se protéger est un besoin primordial pour tous les êtres vivants. Et l'Homo sapiens ne déroge pas à la règle. Et peut-être est-elle l'espèce vivante qui va aller le plus loin dans ce besoin. Et cela pour une raison très simple, l'être humain est très doué pour inventer des armes. Si on revient à des temps préhistoriques, les dangers sont partout pour l'homme. Entre les intempéries, les animaux, sans oublier ses congénères. Déjà, les hommes vont développer une organisation défensive. Par exemple, en dormant dans les arbres ou encore en mettant en place des camps sur la terre ferme protégés par des fortifications en bois ou en terre pour la plupart. Évidemment, les matériaux utilisés dépendaient surtout du lieu où se trouvait le camp. Ils pouvaient aussi être placés à des lieux stratégiques afin d'utiliser le relief ou les cours d'eau pour se protéger par exemple. On pourrait aussi penser que les cavernes étaient utilisées par les êtres humains pour se protéger. Mais c'est une piste à oublier, vu qu'il n'y a que peu de cavernes, que celles-ci n'étaient pas éclairées et qu'elles pouvaient déjà accueillir des animaux plus dangereux. Certaines cavernes ont déjà pu accueillir des êtres humains, mais probablement pas en permanence et de façon très brève, d'autant qu'une grande partie des hommes n'est pas sédentaire. Avançons alors après cette sédentarisation. On va voir se développer des cités de plus en plus larges et de mieux en mieux défendues. Mais nous n'allons pas approfondir ce sujet des fortifications antiques pour la simple et bonne raison que le sujet est beaucoup trop large. Chaque cité peut avoir un mode de fortification précise, dépendant de sa zone géographique. Nous allons dès maintenant nous focaliser sur l'Europe occidentale afin de comprendre au mieux les origines des châteaux forts que nous connaissons en France. Cette région va connaître l'essor d'une civilisation à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ et pendant près de 1000 ans, les Romains. Avant leur domination, les matériaux utilisés pour la défense dans cette partie du monde étaient surtout le bois et parfois la pierre, utilisant les reliefs pour se défendre, comme avec les oppidums par exemple, qui sont des villes fortifiées, souvent en hauteur et protégées par des fossés et des murs d'enceinte. Mais l'arrivée des Romains et de leurs multiples techniques défensives va impacter toute l'Europe, avec la construction de larges murs, de ponts ou encore de camps fortifiés. Le temps passe en Europe et les temps changent. L'Empire romain d'Occident, qui avait à peu près réussi à maintenir l'ordre et son autorité sur l'Europe de l'Ouest, va finir par s'essouffler en 476. Et cela pour diverses raisons, entre les guerres civiles, le schisme ou encore la gestion des barbares. Mais la fin de l'Empire romain pour une grande partie des habitants n'a pas vraiment d'importance. Les changements avaient déjà commencé bien avant, et une grande partie du territoire romain était déjà administrée par des puissances locales. Mais pour ces puissances, la fin de l'Empire romain signifie qu'une seule chose. Elles sont maintenant libres de fonder leur propre royaume. Pour autant, le royaume de France, ainsi que les autres royaumes européens, sont encore loin de ressembler à nos frontières actuelles. Par exemple, il va falloir attendre près de 1000 ans pour que la France commence à ressembler au territoire qu'on lui connaît actuellement. Cette période de grands changements et de conquêtes sera nommée par les historiens de la Renaissance, méprisant dans cette période le Moyen-Âge. Revenons en l'an 476. On peut observer que la France est tout sauf un territoire unifié. Différentes factions règnent en son sein. On y retrouve les Francs, les Visigoths, les Burgondes ou encore les derniers États romains. Et petit à petit, ce sont les Francs qui vont tirer leur épingle du jeu et installer leur domination sur la quasi-totalité de l'Europe occidentale.
les Francs vont administrer leur royaume selon les codes d'un système pyramidal, le système féodal. En résumé, le système féodal est une organisation où la personne au-dessus de la pyramide, ici le roi, donne des terres à des vassaux qui en échange lui doivent de l'argent et un soutien militaire. Puis ces vassaux vont eux aussi donner une partie de leur territoire en échange d'argent et d'un soutien militaire à d'autres vassaux, et ainsi de suite. Et tout en bas de l'échelle, on retrouve les paysans qui sont protégés en échange du travail qu'ils fournissent. Mais ce système va entraîner des tas de problèmes. Au-delà du social, l'émergence d'une centaine d'hommes ayant un pouvoir sur un territoire va entraîner des rivalités. Et des rivalités qui ne seront que très peu maintenues par le roi de France, qui n'a que peu de pouvoir pendant une grande partie du Moyen-Âge. Donc, pour éviter de se faire attaquer et massacrer par son voisin, on va voir apparaître des fortifications un peu partout, et dans un premier temps, on va monter des enceintes castrales. Alors, une enceinte castrale, c'est une protection érigée autour d'un domaine ou d'un village qui pouvait être entouré de douves ou d'un fossé. À l'intérieur de celle-ci, on va ériger une motte pour pouvoir observer les ennemis de loin, puis plus tard, on érigera de grandes tours en bois pour voir l'ennemi d'encore plus loin, et c'est ce qu'on appelle une motte castrale. Mais les enceintes et les mottes castrales n'ont pas uniquement un but défensif. Elles sont aussi des indicateurs de puissance pour se différencier de ses propres concurrents. Et si on verra un grand nombre de mottes castrales se développer, c'est aussi à cause d'un facteur qui vient du nord, les Vikings. C'est à partir du 8e siècle que l'on va voir débarquer des Danois, des Norvégiens, des Suédois un peu partout en France, en Angleterre et dans toute l'Europe. Et cela dans un premier temps dans un but commercial, même si le terme commercial est à nuancer. Si parfois les relations entre Scandinaves et Européens se sont plutôt bien passées, parfois les relations se sont quelque peu tendues, se traduisant par de nombreux pillages et saccages. En France, de nombreuses îles vont être attaquées et pillées suite à différents raids vikings, en particulier Rouen, Nantes ou encore Paris. Alors en 864, le roi de France, Charles le Chauve, va faire appliquer l'édit de Pitre qui encourage la mise en place de fortifications sur tout le territoire. Ce qui va beaucoup aider au développement des mottes castrales à partir du Xe siècle sur tout le territoire franc. Mais de quand date la première motte castrale de l'histoire? Question difficile. L'idée de mettre en place une bâtisse en hauteur pour voir les ennemis de loin est une idée qui remonte à des temps immémoriaux. Et si on se focalise uniquement sur la tour en bois, pas besoin de remonter très longtemps dans l'histoire pour voir des constructions similaires. En tout cas ici, en Europe et à cette époque, la tour centrale ou le donjon va devenir la pièce maîtresse de ce mode de fortification. Maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients d'une motte castrale? Tout d'abord, pour ses avantages, la rapidité de construction. Une grosse butte de terre, une grande structure en bois, tout ça, ça ne demande pas un personnel très qualifié et peut être construit en quelques semaines seulement. De plus, les ressources nécessaires à sa construction, donc le bois et la terre, sont abondantes à peu près partout. Mais pour ses inconvénients, ou son seul inconvénient même, c'est tout simplement le bois. S'il est abondant et facile à exploiter, il n'empêche en rien que le bois s'appauvrit et qu'il ne résiste pas au feu. C'est pourquoi aujourd'hui, les seuls vestiges qui nous restent des mottes castrales sont les buttes de terre. Si on veut visiter une motte castrale actuellement, il faut aller voir une reconstitution comme ici, au parc des Verrières à Saint-Sylvain-d'Anjou. Les mottes castrales, avec le temps, deviennent insuffisantes pour une défense optimale. On va alors se tourner vers des matériaux plus résistants comme la pierre, même si c'est plus compliqué que ça en réalité. Il n'y a pas eu d'évolution fixe, les châteaux ne sont pas passés du bois et à la pierre ensuite. Déjà, les constructions en pierre ne sont pas exclusives au Moyen-Âge, la pierre étant déjà utilisée bien avant durant l'Antiquité. Mais il est aussi important de garder en tête que même si les constructions en pierre ne sont pas exclusives au Moyen-Âge, il était très rare de trouver une fortification de pierre jusqu'au début du XIe siècle. En tout cas aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que le premier donjon à base rectangulaire a été créé à Langeais
ici, au Xe siècle, par Fulkenera, un des plus importants comtes d'Anjou. Alors, si on choisit la pierre pour la construction de défense, c'est pour ses nombreux avantages. Déjà la pierre, ça ne craint pas le feu, et avec un peu d'entretien, la pierre peut tenir longtemps, deux avantages majeurs par rapport au bois. Mais aussi d'un point de vue militaire, la pierre possède des avantages. Les armes utilisées à cette époque ont beaucoup de mal à créer de simples brèches dans de gros murs de pierre fortifiés. Une autre construction de Fulkenera n'est autre que le château de Loches, bâti au XIe siècle, qui est le donjon à base rectangulaire le plus impressionnant de son époque et de son style, une véritable forteresse de pierre. Alors pourquoi la pierre, avec tous ses avantages, a-t-elle mis si longtemps à s'imposer dans les constructions de donjons et de châteaux ? Eh bien parce que la taille et la pose de pierre coûtent très cher. Et si on rajoute le coût d'importation, si vous avez le malheur de ne pas vous situer près d'une zone d'extraction, la note peut être extrêmement salée. Ici, les simples villageois artisans ou paysans ne sont plus capables de monter eux-mêmes le château. Il faut aussi une main-d'œuvre qualifiée et donc payante. La construction des châteaux de pierre représente un coût incroyable et donc peu de gens peuvent se permettre d'en créer. Il devient alors assez logique que les châteaux de pierre soient des indicateurs de puissance. Dans un premier temps de façon concrète, car la construction de châteaux de pierre étant très onéreuse, son propriétaire est donc riche et intrinsèquement puissant. Et dans un second temps, c'est un facteur de puissance symbolique. Les châteaux en pierre étant construits en hauteur avec des donjons de plus en plus hauts, les personnes y demeurant souvent limitées à la famille noble, les servants et les gardes, sont de plus en plus éloignées du peuple. Et cela agrandit dès lors le fossé qui s'était déjà creusé entre eux du temps des modes castrales. Et puis, au XIIIe siècle, le roi Philippe Auguste va s'entourer d'architectes et d'ingénieurs afin de renforcer les châteaux forts de son royaume. Toutes les recherches vont se traduire par la mise en place de murailles plus hautes et plus épaisses pour se protéger un maximum des engins de siège. Puis on va enfouir les fortifications plus profondément et ainsi limiter les dégâts des sapeurs. Ou encore on va mettre en place des donjons à base circulaire, les rendant beaucoup plus compliqués à prendre. Cette période verra aussi l'apparition des meurtrières, qui sont des trous situés dans les murs du château, permettant aux défenseurs de tirer sur l'ennemi sans être à découvert. Ainsi que les ponts-levis afin de bloquer les différentes entrées d'un château. Mais l'évolution ne va pas en rester là. Et en cette période de guerre de 100 ans, les châteaux sont à l'aube de grands changements. Mais une évolution militaire va bouleverser toute l'architecture des châteaux, l'utilisation du boulet de fer. Si d'apparence, l'utilisation du boulet de fer peut paraître anodine, en réalité, c'est une avancée majeure. Et pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que l'utilisation du boulet de fer permet de créer des brèches dans les murs beaucoup plus facilement qu'avec de simples pierres. Là, on pouvait placer avant plus d'une semaine à créer une simple brèche. Avec l'utilisation du boulet de fer, c'est beaucoup plus simple et rapide. Le début de l'utilisation du boulet de fer date du XIVe siècle, ce qui amorce le déclin des châteaux forts en Europe. Mais il y a d'autres facteurs qui ont accentué ce déclin. Par exemple, l'unification du royaume de France va aussi y participer, car maintenant que seul le roi a le pouvoir, les seigneurs n'ont plus de raison de se faire la guerre. Et puis aussi, on va préférer les batailles rangées, sur de larges champs en extérieur des villes. On nommera d'ailleurs cette pratique la guerre en dentelle. Ce qu'il faut retenir, c'est que les châteaux vont se diviser en deux catégories. D'un côté, les châteaux défensifs qui vont s'adapter aux évolutions militaires, et de l'autre, les châteaux résidentiels. Pour les châteaux défensifs, même si le XIVe siècle signe le déclin des châteaux forts, certains seront encore utilisés pour leurs fonctions défensives, comme lors des guerres civiles jusqu'au XVIIIe siècle. D'ailleurs, Henri IV, qui règne entre le XVIe et le XVIIe siècle, fera détruire certains châteaux forts afin d'éviter qu'ils soient utilisés comme repères ennemis. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'une partie des châteaux forts va être adaptée aux nouvelles évolutions militaires.
On va voir par exemple des châteaux forts qui seront enterrés pour éviter les tirs de canon. On va aussi assister à la mise en place de plateformes pour poster des canons, afin non pas d'attaquer, mais pour se défendre. On va aussi renforcer les murs pour qu'ils soient de moins en moins vulnérables. Petit à petit, on va voir se développer des bastillons, qui sont des infrastructures réfléchies et calculées afin de se défendre de façon optimale face à des canons et des fusils, rendant de plus en plus complexe la prise d'une ville fortifiée. Et pour les châteaux qui vont perdre leur utilité défensive, ils vont tout simplement devenir des lieux de résidence adaptés pour qu'ils les fassent bon vivre. Beaucoup de châteaux vont se transformer en lieux de vie magnifiques et modernes à partir du XVe siècle, ce qui correspond au début de la Renaissance. On va alors fixer les ponts-levis, on va détruire les vieux donjons austères, abaisser les remparts, construire de larges escaliers, poser des toits, percer des fenêtres et installer différents jardins à la mode du moment. Toutes ces modifications seront faites dans un seul but: transformer ces châteaux forts cloisonnés et froids en de magnifiques résidences riches et adaptées au style du moment. En France, on va voir se construire des châteaux un peu partout à partir du XVIe siècle, qui seront complètement issus de cette nouvelle mode. Mais l'un des châteaux les plus représentatifs de ce mouvement n'est nul autre que le château de Villandry. À la base, issu d'un château médiéval, Jean Breton, secrétaire de François Ier, qui acquiert le château durant le XVIe siècle, fera de grands travaux afin de donner au château de Villandry l'aspect qu'on lui connaît actuellement. Il enjolive et agrandit les ailes du château au style Renaissance, tout en gardant la tour carrée issue du Moyen-Âge. Mais l'une des raisons de la célébrité de ce château sont ses nombreux jardins à la française. Ce style est reconnaissable par la géométrie de ces jardins ainsi que des jets d'eau et des fontaines qui les ornent. Nous ne sommes plus alors dans la compétition de qui aura le plus grand donjon et les plus grandes murailles, mais de qui aura le château et les jardins les plus magnifiques. Les châteaux vont suivre alors la tendance du moment. Ils vont être de plus en plus grands, de plus en plus chers et de mieux en mieux travaillés. On va voir l'apparition de palais gigantesques, reflets d'une noblesse toujours plus riche. Et du côté des forts, ils vont progressivement se transformer. Beaucoup de constructions vont être démontées pour en récupérer la pierre, comme la Bastille suite à la Révolution française. Et pour les autres forts, on continuera à les utiliser durant les guerres civiles, comme prison ou comme stockage d'armes ou de poudre. L'arrivée de nouvelles technologies militaires plus modernes, comme le mortier ou encore plus récemment de l'aviation, va demander une évolution majeure de la défense. Tout d'abord, on arrête l'utilisation de la pierre, qui a fait son temps et ne résiste plus à grand chose. On va alors commencer à utiliser le béton à des fins militaires à la fin du 19e siècle, qui résiste bien mieux à ces nouvelles armes. Puis à partir de la Seconde Guerre mondiale, on va voir le début de l'utilisation du béton armé, un béton renforcé de plusieurs couches de grilles en acier. Mais c'est aussi durant cette guerre, avec l'utilisation de la bombe atomique, que la fin de la fortification et de la défense va surgir. Rien n'y survit alors. À quoi bon mettre en place des moyens de défense si son utilisation peut rayer une ville entière de la carte? Et que nous reste-t-il de toutes ces innovations et techniques de défense militaire? Eh bien, comme toute autre innovation dans l'histoire, si elle est utile en temps de guerre, elle trouve souvent une utilité en temps de paix. Ici par exemple, les différentes techniques de construction et la découverte de nouveaux matériaux ont permis de créer des bâtiments de plus en plus solides et résistants. Des bâtiments qui sont aujourd'hui des symboles d'architecture et d'art, comme les cathédrales ou les différentes tours créées au cours de l'histoire. De plus, toutes ces innovations ayant pour but la destruction ont fait prendre conscience de l'importance de préserver le patrimoine culturel, qui permet aujourd'hui de mieux comprendre notre histoire. En France, les premières lois visant à préserver le patrimoine culturel français datent du 19e siècle, et beaucoup de châteaux qui sont dans des états déplorables vont en bénéficier.
Par exemple, le château de Chinon, laissé à l'abandon depuis le XVIIe siècle, sera sauvé grâce à des actions de préservation du patrimoine initiées par Prosper Mérimée alors que les bâtiments devaient être démontés. Deux mesures majeures de protection seront mises en place en France, l'inscription et le classement aux monuments historiques. Alors, à quoi servent ces mesures ? Tout simplement, elles servent à restaurer et protéger les bâtiments historiques ayant un intérêt dans la culture française, ainsi que de garder leur aspect le plus authentique possible. Aujourd'hui, plus de 30 000 monuments inscrits et plus de 14 000 monuments classés nous permettent de pouvoir admirer, visiter les vestiges et la grandeur de notre histoire. Bien que le temps des grandes forteresses soit révolu, la défense fait toujours partie de nos vies. On va voir par exemple les États-Unis qui vont développer durant la guerre froide des mesures de défense extraplanétaires avec l'IDS, ou encore aujourd'hui la défense contre les cyberattaques tout simplement. Et pour conclure ce documentaire, nous voulions remercier tous les lieux de tournage et les personnes qui nous ont aidés à sa réalisation. Et nous espérons évidemment vous revoir bientôt sur une vidéo de JDMR Productions.